Le bruit du bois qui se fend déchire le silence glacial de l'aube. À l'intérieur de la petite maison, Agnès a le dos plaqué contre le mur de pierre froid, son souffle se condensant en petits nuages de buée. Chaque coup violent contre la porte en chêne résonne dans sa poitrine comme un battement de cœur affolé. La flamme solitaire d'une bougie projette des ombres dansantes et monstrueuses qui semblent se moquer de sa solitude. L'odeur de la terre humide et de la peur imprègne l'air confiné. Dehors, les voix rauques des hommes du comte de Montbard vocifèrent des menaces, leurs paroles se mêlant au grincement sinistre du loquet qui est sur le point de céder. Dans ses mains tremblantes, elle serre une petite croix de bois, le dernier cadeau de son mari, un talisman dérisoire contre la brutalité qui s'apprête à envahir son sanctuaire. Les jointures de ses doigts sont blanches, une encre fragile dans une tempête de violence imminente. Ce n'est pas seulement une maison qu'elle risque de perdre, mais le dernier fragment tangible de son amour disparu. Chaque recoin de cette humble demeure est imprégné de souvenirs, une archive silencieuse d'un bonheur fauché trop tôt. Parfois elle croit encore sentir la vague odeur du tabac à pipe de son époux près du fauteuil usé, ou le contact rugueux de sa main sur le bois de cette même porte qu'il avait sculptée et qu'on détruit aujourd'hui. Les insultes des gardes qui filtrent à travers les fissures sont une profanation, une souillure sur la mémoire sacrée de leur vie commune. Ils la traitent de débitrice, de sorcière, une plaie pour la bonne ville de Dijon. L'humiliation est une lame froide qui s'enfonce dans sa chair, plus douloureuse encore que la faim qui lui tord les entrailles. Le poids de l'impôt final, cet ultimatum cruel du comte, Roll, écrase, la privant d'air et d'espoir. Avec un craquement assourdissant, la porte cède enfin et s'ouvre violemment vers l'intérieur. Deux silhouettes massives se découpent dans l'encadrement, bloquant la lumière grise et blafarde du matin. Ils empestent le vin aigre et le cuir mouillé, leurs visages marqués par une cruauté ordinaire. Le chef, un colosse au visage balafré, avance d'un pas lourd, ses bottes souillant le sol en terre battue. Son regard méprisant balaie la pièce, évaluant la pauvreté des lieux, avec un rictus de dédain. Il brandit un parchemin jauni, le sceau de cire rouge du comte de Montbard, se balançant au bout comme un pendu. D'une voix forte et moqueuse, il commence à lire l'ordre d'expulsion, chaque mot martelant le cœur d'Agnès, chaque syllabe la dépouillant un peu plus de sa dignité. L'espace vital de son foyer est devenu une scène de violation, son intimité exposée et brisée sans ménagement. Au milieu de sa terreur, une étincelle de courage s'allume. Agnès se redresse, sa frêle silhouette paraissant encore plus vulnérable face à ces brutes. Sa voix, bien que tremblante, est étonnamment ferme lorsqu'elle leur demande un simple délai, un jour de plus, une dernière aurore, pour trouver une solution ou faire ses adieux à sa propre vie. Le garde balafré éclate d'un rire gras et guttural, qui résonne sinistrement dans la petite pièce. La pitié, lui dit-il, est une marchandise pour les riches, une monnaie qu'elle ne possède pas. D'un geste dédaigneux, il ordonne à son acolyte de commencer le saccage. L'autre homme s'exécute aussitôt, jetant à terre une couverture rapiécée, brisant un pot en argile. L'injustice devient physique, palpable. Ils ne se contentent pas de la chasser, ils effacent méthodiquement les traces de son existence, anéantissant son passé sous ses yeux impuissants. Soudain une voix calme et posée élève depuis le coin le plus sombre de la pièce, tranchant net le chaos ambiant. Cela suffit. Les deux hommes se figent, leur brutalité suspendue par la surprise. Ils n'avaient pas remarqué la troisième présence, une silhouette décharnée enveloppée dans une cape élimée, assise près de l'aile, âtre éteint. C'est le mendiant qu'Agnès a recueilli la veille, elle, étranger qui est-ce, était effondré sur son seuil, grelottant de froid et de faim. Son visage est caché par l'ombre, mais le ton de sa voix possède une autorité inattendue, une puissance tranquille qui jure avec son apparence misérable. Le garde balafré plisse les yeux, interloqué. Qui est ce misérable pour oser défier un ordre du comte? L'air crépite d'une nouvelle tension, un basculement subtil du pouvoir. De quel pays ou de quelle ville regardez-vous cette histoire se dérouler? Dites-le nous dans les commentaires. Le chef des gardes, secouant son incrédulité, se tourne avec un grognement de mépris vers l'inconnu. Il s'avance, le poing ganté de métal levé, le visage déformé par la colère. Comment ce gueux ose-t-il lui donner des ordres? Il le menace, lui promettant de le jeter dans le caniveau avec la femme et ses maigres possessions. Mais alors qu'il s'approche, Hélène, étranger, lève lentement la tête, et la faible lumière du matin accroche son regard. Il n'y a aucune peur dans ses yeux. À la place, on y lit une profonde déception, une lassitude ancienne, et, surtout, une autorité froide et tranchante qui stoppe net le garde dans son élan. Sa main reste suspendue en l'air, sa contenance arrogante s'effritant soudainement. Il voit quelque chose dans ce regard, une chose qu'il ne peut nommer, mais qui le glace jusqu'aux os.
Quel terrible secret ce mendiant peut-il bien cacher? Avant que les haches ne menacent le chêne de sa porte, la vie d'Agnès était un rituel silencieux, tissé de solitude et de souvenirs. Chaque matin, le froid des pierres du sol mordait ses pieds nus, alors qu'elle ravivait les braises dans l'or, âtre. Le silence de la petite maison était son compagnon le plus constant. Un vide immense, là où résonnaient autrefois les pas lourds et le rire de son mari. Son petit déjeuner était frugal, souvent une simple tranche de pain noir rassis trempé dans un bouillon clair d'herbes sauvages. Elle mangeait lentement, assise sur le banc qu'il avait taillé, ses doigts traçant les marques de son couteau dans le bois. La lumière pâle de l'aube, filtrant à travers l'unique et minuscule fenêtre, semblait toujours hésiter à entrer, comme si elle respectait le deuil qui habitait les lieux. Chaque geste était une prière, chaque respiration un effort pour ne pas se laisser submerger par l'absence. Ces rares excursions au village de Dijon étaient une épreuve de courage. Le marché, autrefois un lieu de rencontre joyeuse, était devenu une arène où elle affrontait les regards fuyants et les murmures empoisonnés. Les gens la voyaient non plus comme Agnès, la femme de Jean le Charpentier, mais comme la veuve endettée, une ombre portant le fardeau de l'âle, échec. Elle tendait sa petite récolte de champignons ou ses bouquets de lavande avec des mains qui tremblaient légèrement, espérant gagner quelques deniers pour repousser l'inévitable. Les commerçants la toisaient avec un mélange de pitié et de mépris, lui offrant des prix dérisoires. Chaque pièce de monnaie qu'elle recevait semblait brûler sa paume, un rappel cuisant de sa dépendance et de sa vulnérabilité. Elle rentrait chez elle, le cœur lourd, l'humiliation s'ajoutant au poids de son chagrin, se sentant de plus en plus invisible aux yeux d'un monde qui n'avait pas de place pour les faibles. Le véritable sanctuaire d'Agnès était sa maison, un reliquaire vivant de son amour perdu. Chaque objet était une encre à laquelle s'accrochait sa mémoire. Le fauteuil près du feu conservait encore, croyait-elle, l'empreinte de son époux, et elle évitait de s'y asseoir pour ne pas la profaner. Les outils de menuiserie, soigneusement rangés sur une étagère, dormaient sous une fine couche de poussière, attendant une main qui ne reviendrait jamais les saisir. Parfois, le soir, elle passait doucement ses doigts sur la surface rugueuse de la table où ils avaient mangé ensemble, fermant les yeux pour se souvenir de la chaleur de sa peau contre la sienne. Ce N était pas seulement des murs de pierre et un toit de chaume. C était le dernier fragment tangible de leur bonheur, le testament silencieux d'une vie fauchée trop tôt. Perdre cette maison signifierait le perdre une seconde fois, et cette pensée était plus terrifiante que la fin elle-même. L'ombre du comte de Montbard planait sur chaque instant de sa veille. La dette N était pas une simple abstraction financière, mais une présence suffocante, un monstre qui se nourrissait de son sommeil et de sa paix. Le parchemin portant le sceau du comte, qu'elle gardait caché dans un pot en terre, était une menace constante. Elle le sortait parfois, ses yeux parcourant les lignes calligraphiées qui scellaient son destin, le chiffre de l'impôt final dansant devant ses yeux comme une vision d'horreur. Chaque craquement du plancher, chaque coup de vent contre le volet la faisait sursauter, imaginant l'arrivée des gardes. Cette angoisse perpétuelle colorait le goût de son eau et la texture de son pain. La survie N était plus une question de nourriture, mais une lutte psychologique contre un désespoir qui menaçait de l'engloutir, la laissant se demander combien de temps encore elle pourrait tenir avant de sombrer complètement. Pourtant, au milieu de cette désolation, une flamme de bonté refusait de éteindre. La misère n'avait pas réussi à durcir le cœur d'Agnès. Elle gardait une douceur qui était sa forme de résistance, un acte de défi silencieux face à la cruauté du monde. On la voyait souvent laisser un petit bol de lait sur son seuil pour un chat errant, ou partager une pomme avec un enfant des rues, dont la faim était plus visible que la sienne. Ces petits gestes étaient sa façon de préserver son humanité, de se rappeler que même dans l'obscurité la plus profonde, un acte de compassion pouvait créer une minuscule lumière. Son désir le plus profond, N, était pas la richesse ou la vengeance, mais simplement le droit de vivre en paix, de conserver la dignité que son mari lui avait laissée en héritage. C était ce besoin viscéral de préserver la bonté qu'il a préparée, sans qu'elle le sache, à la épreuve qui allait redéfinir son existence. Le jour où tout bascula, le ciel lui-même semblait annoncer le chaos à venir. D, épais nuages grises, était amoncelé au-dessus de Dijon, transformant la fin de l'après-midi en un crépuscule précoce et menaçant. Le vent se leva, hurlant à travers les ruelles étroites comme une âme en peine, faisant claquer les volets et gémir les enseignes. Une pluie glaciale commença à tomber, d'abord en fines aiguilles, puis en un déluge furieux, qui transformait la terre battue en un marécage de boue. Agnès s'affairait à l'intérieur, calfeutrant les fissures de sa porte avec de vieux chiffons, son cœur battant au rythme des coups de tonnerre. Alors que la tempête atteignait son paroxysme, un son faible, mais insistant parvint à ses oreilles, presque noyé par le fracas des éléments. Un coup. Puis un autre. Quelqu'un était dehors, à sa porte.
au cœur de la nuit la plus sombre qu'elle ait jamais connue. Le jour où tout bascula, le ciel lui-même semblait annoncer le chaos à venir. Des épais nuages grises étaient amoncelés au-dessus de Dijon, transformant la fin de l'après-midi en un crépuscule précoce et menaçant. Le vent se leva, hurlant à travers les ruelles étroites, comme une âme en peine, faisant claquer les volets et gémir les enseignes des échoppes vides. Une pluie glaciale commença à tomber, d'abord en fines aiguilles, puis en un déluge furieux qui transformait la terre battue en un marécage de boue. Agnès s'affairait à l'intérieur, calfeutrant les fissures de sa porte avec de vieux chiffons, son cœur battant au rythme des coups de tonnerre, qui ébranlaient sa fragile demeure. Chaque éclair illuminait brièvement la pièce, révélant la solitude de sa silhouette et la pauvreté des lieux. Alors que la tempête atteignait son paroxysme, un son faible mais insistant parvint à ses oreilles, presque noyé par le fracas des éléments. Un coup. Puis un autre. Quelqu'un était dehors, à sa porte, au cœur de la nuit la plus sombre qu'elle ait jamais connue. Son premier instinct fut l'immobilité, une peur primale la clouant sur place. Les histoires de bandits profitant des tempêtes pour s'attaquer aux foyers isolés lui revinrent en mémoire, glaciales et vives. Pourtant, un troisième coup, plus faible, presque un grattement désespéré, brisa sa paralysie. C'est était le son non pas d'un agresseur, mais d'une créature à l'agonie. Prenant une profonde inspiration, elle fit glisser le lourd verrou de bois. La porte s'entr'ouvrit en gémissant, libérant une bourrasque de vent et de pluie qui éteignit sa bougie et la plongea dans l'obscurité. Dans l'encadrement, une silhouette décharnée se dessina, à peine humaine, avant de s'effondrer sur son seuil dans un bruit sourd. L'homme était couvert de boue, ses haillons collant à une peau livide, et il tremblait de manière incontrôlable. Un dilemme terrible se présenta à elle. Fermer la porte sur la misère du monde, ou laisser entrer un danger inconnu. Elle le traîna à l'intérieur, loin du déchaînement des éléments, ses muscles protestant contre le poids mort de l'inconnu. Elle referma la porte, scellant leur destin commun dans la petite pièce silencieuse. Près de l'eau, âtre, où quelques braises rougeoyaient encore, elle put enfin voir son visage, creusé par la faim. Mais ses yeux, lorsqu'ils s'ouvrirent, ne contenaient aucune malice, seulement une lassitude infinie. Sans un mot, il murmura une seule requête, sa voix un souffle rauque, du pain. Le cœur d'Agnès se serra. Il ne lui restait qu'une demi-miche, sa ration pour les 2 prochains jours. Était le rempart fragile entre elle et la famine absolue. Le regarder, était voir son propre avenir potentiel. Pourtant, dans un geste qui défiait toute logique de survie, elle se dirigea vers sa petite huche, en sortit le précieux morceau de pain et le lui tendit. Cet acte de générosité était un sacrifice total, une prière silencieuse dans un monde qui avait oublié la pitié. Elle, étranger, accepta le pain avec une lenteur révérencieuse, comme s'il recevait une relique sacrée. Il le mangea sans voracité, par petites bouchées, chaque morceau semblant lui redonner un peu de vie. Le silence s'installa entre eux, seulement troublé par le crépitement des braises qu'Agnès avait ravivées, et le hurlement du vent au dehors. Elle l'observait, assise sur son tabouret, et vit au-delà des haillons et de la crasse. Il y avait dans sa posture, malgré son épuisement, une noblesse discrète, une droiture qui n'avait pas été brisée par elle, épreuve. Quand il eut fini, il ne la remercia pas avec des mots vides, mais avec un regard. Un regard profond, pénétrant, qui semblait lire en elle, reconnaître la nature de son sacrifice. Pour la première fois depuis des mois, Agnès ne se sentit pas seule. Elle sentit une connexion étrange, un respect mutuel, né dans le dénuement le plus complet, ignorant que les yeux qui la regardaient étaient ceux de son roi. Plus tard dans la nuit, alors que l'homme dormait d'un sommeil agité près du feu mourant, le poids de la réalité s'abattit sur Agnès. L'euphorie de son acte de compassion était dissipée, laissant place à une angoisse froide et familière. Sa main se posa sur son ventre vide, qui protestait par des crampes douloureuses. Elle venait de donner son unique subsistance. Elle, échéance de l'impôt du comte de Montbard, était comme une épée suspendue au-dessus de sa tête, et chaque heure qui passait la rapprochait de l'expulsion. Avait-elle commis une folie? Sa bonté était-elle une faiblesse qui allait la conduire à sa perte? Le doute s'insinua en elle, un poison lent. En regardant le visage paisible de étranger endormi, elle se sentit prise au piège entre son humanité et son instinct de survie. Chaque respiration de l'homme semblait compter les secondes qui la séparaient de sa propre ruine, la forçant à affronter la cruelle vérité de son monde.
L'aube se leva sur un monde lavé par la tempête, baignant la petite maison d'une lumière grise et impitoyable. Le silence était total, le vent censé était têtu. Agnès n'avait pas dormi. La faim et l'anxiété avaient été ses seules compagnes. L'aube l'avait tue, Étranger dormait toujours, son souffle régulier et profond. Une pensée terrible et pragmatique traversa son esprit. Elle pouvait le réveiller, le chasser, avant que le village ne s'y éveille, avant que quelqu'un ne découvre qu'elle avait abrité un vagabond. Elle pouvait effacer la trace de sa décision, tenter de récupérer le contrôle de son destin précaire. Ce serait un acte cruel, une trahison de sa propre nature, mais peut-être le seul choix rationnel. Se tenir debout, face à lui, était se tenir à une croisée des chemins. Céder à la peur et devenir aussi dur que le monde qui cherchait à la briser, ou s'accrocher à cette étincelle de compassion, même si elle la consumait entièrement, son choix scellerait bien plus que son propre sort. Le départ précipité des gardes laissa derrière eux un silence assourdissant, brisé seulement par le sifflement du vent à travers la porte défoncée. Elle, étranger, que par simplicité Agnès avait commencé à appeler Charles, se leva avec une lenteur douloureuse. La méfiance flottait encore entre eux, une brume épaisse dans la petite pièce. Comment pouvait-elle faire confiance à un homme dont elle ne savait rien, un homme qui avait attiré la colère du comte sur son foyer déjà fragile? Pourtant, alors qu'elle contemplait avec désespoir les gonds arrachés et le bois fondu de sa porte, il se mit au travail sans un mot. Ses mains, bien que sales et calleuses, se mouvaient avec une compétence inattendue, ajustant, calant, utilisant les quelques outils de son défunt mari avec une précision déconcertante. Ce simple acte de réparation était un pont fragile, jeté au-dessus du gouffre de leur secret, un premier pas vers une alliance improbable, tandis qu'au village, les murmures commençaient déjà à enfler. Les jours qui suivirent furent une lente épreuve de survie partagée. La faim était leur compagne constante, un creux douloureux dans le ventre que ni les maigres soupes d'ortie, ni les racines amères ne parvenaient à combler. Agnès observait Charles en silence. Il ne se plaignait jamais. Au contraire, il insistait pour prendre sa part des corvées, fendant le bois avec une endurance qui semblait impossible pour un homme si émacié, ou réparant le toit de chaume avec une habileté surprenante. Le soir, près du feu, il parlait parfois, non pas de son passé, mais de justice, de loyauté, de la responsabilité des puissants envers les faibles. Ces paroles étaient étranges dans la bouche d'un mendiant, polies et profondes, pleines d'une autorité tranquille qui la fascinait, et l'effrayait à la fois. Chaque jour la question grandissait en elle. Qui était réellement cet homme dont le regard portait le poids d'un royaume, et dont les mains savaient pourtant reconstruire un monde brisé? Une épreuve inattendue vint sceller leur lien naissant. La fille de sa voisine la plus pauvre tomba malade, consumée par une fièvre que personne ne savait guérir. La mère, éperdue, fut rejetée par tous, la maladie étant perçue comme une malédiction de plus sur leur misérable hameau. Sans hésiter, Agnès se rendit à leur chevet, apportant le peu d'herbe médicinale qu'elle possédait. Charles la suivit. Devant l'enfant tremblant, il prit les commandes, avec une douceur inattendue. Il examina la petite, puis montra à Agnès comment préparer un cataplasme spécifique, une recette complexe qu'aucun paysan ne pouvait connaître. Sa voix était calme, rassurante, et ses gestes d'une délicatesse infinie. Sous leurs soins combinés, la fièvre de l'enfant se mit à baisser. Ce soir-là, en rentrant, Agnès ne voyait plus un étranger, mais un allié, un homme dont la noblesse de cœur transcendait ses haillons, ignorant que ce cœur était celui de son roi. La nouvelle de la résistance d'Agnès parvint rapidement aux oreilles du comte de Montbard, qui n'appréciait guère qu'une simple veuve défie son autorité. La vengeance ne tarda pas. Le jour du marché, alors qu'Agnès tentait de vendre quelques champignons sauvages pour acheter un peu de farine, les collecteurs d'impôts du comte l'encerclèrent. Devant la foule silencieuse, ils la traitèrent de rebelle et de traînée, l'humiliant publiquement. Le chef du groupe, d'un coup de botte méprisant, renversa son petit panier, éparpillant sa maigre récolte dans la boue. Les quelques pièces qu'elle avait gagnées roulèrent à terre, aussitôt piétinées. Personne n'osa bouger. Personne n'osa l'aider. Dissimulé sous sa capuche à l'autre bout de la place, Charles assista à la scène, une rage froide montant en lui. Il voyait maintenant la véritable nature de la tyrannie de Montbard, une cruauté méthodique conçue pour briser non seulement les corps, mais surtout les esprits. L'humiliation publique était que le début. Le comte, subtil dans sa cruauté, fit courir des rumeurs insidieuses. On se mit à chuchoter qu'Agnès hébergeait un espion, un sorcier peut-être, qui l'avait ensorcelée pour la retourner contre son seigneur. La peur et la superstition firent leur œuvre. Bientôt, elle fut complètement isolée.
Les voisins qui lui souriaient autrefois détournaient le regard, les enfants s'enfuyaient à son approche, et la porte de l'église lui fut implicitement fermée. Sa maison devint une île de solitude, au milieu d'un océan d'hostilité. Une nuit, une pierre fracassa sa seule fenêtre, manquant de peu Charles qui dormait près de l'âtre. Le message était clair, brutal. Le monde extérieur, qu'elle avait si souvent aidé malgré sa propre misère, était retourné contre elle. Le doute commença à la ronger. En sauvant un homme, n'avait-elle pas condamné sa propre âme à une damnation terrestre? Le point de rupture arriva à l'aube d'une journée particulièrement froide, alors que le brouillard s'accrochait encore au toit de chaume. Cloué sur sa porte réparée, un parchemin officiel se balançait doucement. Le sceau de cire rouge du comte de Montbard luisait comme une goutte de sang frais. Ce N était plus une simple menace d'expulsion. Le texte, écrit d'une main sévère, l'accusait formellement de trahison pour avoir abrité un fugitif et un ennemi du domaine. Elle était convoquée devant le comte lui-même, sur la place publique, dans 3 jours. Le décret stipulait que si elle ne livrait pas l'homme qu'elle cachait, et ne se soumettait pas à la justice du comte, elle serait jugée pour sorcellerie et sédition, des crimes dont la sentence était invariablement la mort par le feu. Le parchemin tremblait entre ses doigts. Ce N était plus sa maison qu'elle risquait de perdre, mais sa vie. Le départ précipité des gardes laissa derrière eux un silence assourdissant, brisé seulement par le sifflement du vent à travers la porte défoncée. Elle, étranger, que par simplicité Agnès avait commencé à appeler Charles, se leva avec une lenteur douloureuse. La méfiance flottait encore entre eux, une brume épaisse dans la petite pièce. Comment pouvait-elle faire confiance à un homme dont elle ne savait rien, un homme qui avait attiré la colère du comte sur son foyer déjà fragile? Pourtant, alors qu'elle contemplait avec désespoir les gonds arrachés et le bois fendu de sa porte, il se mit au travail sans un mot. Ses mains, bien que sales et calleuses, se mouvaient avec une compétence inattendue, ajustant, calant, utilisant les quelques outils de son défunt mari avec une précision déconcertante. Ce simple acte de réparation était un pont fragile, jeté au-dessus du gouffre de leur secret, un premier pas vers une alliance improbable, tandis qu'au village, les murmures commençaient déjà à enfler. Les jours qui suivirent furent une lente épreuve de survie partagée. La faim était leur compagne constante, un creux douloureux dans le ventre, que ni les maigres soupes d'ortie ni les racines amères ne parvenaient à combler. Agnès observait Charles en silence. Il ne se plaignait jamais. Au contraire, il insistait pour prendre sa part des corvées, fendant le bois avec une endurance qui semblait impossible pour un homme si émacié, ou réparant le toit de chaume avec une habileté surprenante. Le soir, près du feu, il parlait parfois, non pas de son passé, mais de justice, de loyauté, de la responsabilité des puissants envers les faibles. Ces paroles étaient étranges dans la bouche d'un mendiant, polies et profondes, pleines d'une autorité tranquille qui la fascinait et l'effrayait à la fois. Chaque jour, la question grandissait en elle. Qui était réellement cet homme dont le regard portait le poids d'un royaume et dont les mains savaient pourtant reconstruire un monde brisé? Une épreuve inattendue vint sceller leur lien naissant. La fille de sa voisine la plus pauvre tomba malade, consumée par une fièvre que personne ne savait guérir. La mère, éperdue, fut rejetée par tous, la maladie étant perçue comme une malédiction de plus sur leur misérable hameau. Sans hésiter, Agnès se rendit à leur chevet, apportant le peu d'herbe médicinale qu'elle possédait. Charles la suivit. Devant l'enfant tremblant, il prit les commandes avec une douceur inattendue. Il examina la petite, puis montra à Agnès comment préparer un cataplasme spécifique, une recette complexe qu'aucun paysan ne pouvait connaître. Sa voix était calme, rassurante, et ses gestes d'une délicatesse infinie. Sous leurs soins combinés, la fièvre de l'enfant se mit à baisser. Ce soir-là, en rentrant, Agnès ne voyait plus un étranger, mais un allié, un homme dont la noblesse de cœur transcendait ses haillons, ignorant que ce cœur était celui de son roi. La nouvelle de la résistance d'Agnès parvint rapidement aux oreilles du comte de Montbard, qui n'appréciait guère qu'une simple veuve défie son autorité. La vengeance ne tarda pas. Le jour du marché, alors qu'Agnès tentait de vendre quelques champignons sauvages pour acheter un peu de farine, les collecteurs d'impôts du comte l'encerclèrent. Devant la foule silencieuse, ils la traitèrent de rebelle et de traînée, l'humiliant publiquement. Le chef du groupe, d'un coup de botte méprisant, renversa son petit panier, éparpillant sa maigre récolte dans la boue. Les quelques pièces qu'elle avait gagnées roulèrent à terre, aussitôt piétinées. Personne n'osa bouger. Personne n'osa l'aider. Dissimulé sous sa capuche à l'autre bout de la place, Charles assista à la scène, une rage froide montant en lui. Il voyait maintenant la véritable nature de la tyrannie de Montbard, une cruauté méthodique, conçue pour briser non seulement les corps, mais surtout les esprits. L'humiliation publique était que le début. Le comte, subtil dans sa cruauté, fit courir des rumeurs insidieuses.
On se mit à chuchoter qu'Agnès hébergeait un espion, un sorcier peut-être, qui l'avait ensorcelée pour la retourner contre son seigneur. La peur et la superstition firent leur œuvre. Bientôt, elle fut complètement isolée. Les voisins qui lui souriaient autrefois détournaient le regard, les enfants s'enfuyaient à son approche, et la porte de l'église lui fut implicitement fermée. Sa maison devint une île de solitude au milieu d'un océan d'hostilité. Une nuit, une pierre fracassa sa seule fenêtre, manquant de peu Charles qui dormait près de l'âtre. Le message était clair, brutal. Le monde extérieur, qu'elle avait si souvent aidé malgré sa propre misère, celle-ci, était retournée contre elle. Le doute commença à la ronger. En sauvant un homme, n'avait-elle pas condamné sa propre âme à une damnation terrestre ? Le point de rupture arriva à l'aube d'une journée particulièrement froide, alors que le brouillard s'accrochait encore au toit de chaume. Cloué sur sa porte réparée, un parchemin officiel se balançait doucement. Le sceau de cire rouge du comte de Montbard luisait comme une goutte de sang frais. Ce N était plus une simple menace d'expulsion. Le texte, écrit d'une main sévère, l'accusait formellement de trahison pour avoir abrité un fugitif et un ennemi du domaine. Elle était convoquée devant le comte lui-même, sur la place publique, dans 3 jours. Le décret stipulait que si elle ne livrait pas l'homme qu'elle cachait et ne se soumettait pas à la justice du comte, elle serait jugée pour sorcellerie et sédition, des crimes dont la sentence était invariablement la mort par le feu. Le parchemin tremblait entre ses doigts. Ce N était plus sa maison qu'elle risquait de perdre, mais sa vie. La place principale de Dijon est un théâtre de pierre froide, bondé d'une foule silencieuse, dont le souffle collectif forme un nuage de buée dans l'air glacial. Sur une estrade improvisée, le comte de Montbard trône, son visage impassible rayonnant une cruauté satisfaite, ses yeux balayant la mer de visage comme un fermier inspectant son bétail. Agnès est poussée au centre, sa silhouette frêle, semblant encore plus fragile sous le poids de 1000 regards. L'odeur de la paille humide et de la peur imprègne l'atmosphère. Un héros déroule un parchemin, et sa voix forte et sans âme énumère les crimes d'Agnès. Sédition, trahison, sorcellerie. Chaque mot est un clou planté dans son cercueil public, chaque accusation une pierre jetée par une justice corrompue. L'ultimatum résonne contre les façades des maisons. Livrer elle, étranger, ou affronter le bûcher. L'injustice est devenue un spectacle, et la ville entière est son audience captive. Le comte de Montbard se penche en avant, sa voix mielleuse et venimeuse à la fois. Alors, femme, où est le traître que tu caches ? Livre-le-nous, et ta clémence sera peut-être envisagée. Il savoure son pouvoir, certain de sa victoire. Agnès lève la tête, son regard passant sur les visages de ses voisins, y lisant la peur, la pitié, et parfois, une haine née de la superstition. Elle se souvient du pain partagé, de la fièvre guérie, de la dignité retrouvée dans les yeux d'un autre être humain. La peur qui lui tordait les entrailles se transforme en une force tranquille, une certitude inébranlable. Elle fixe le comte, non plus comme une victime, mais comme un juge. Sa réponse est un murmure qui porte pourtant à travers toute la place, un souffle de défi qui glace l'air. Non, un frisson parcourt la foule. Le visage du comte se crispe, son masque de fausse bienveillance se fissurant pour révéler une rage pure. La fureur du comte éclate, son poing s'abattant sur le bois de son trône. Insolente, vous l'avez entendu, elle a choisi son camp. Qu'on la saisisse et qu'on la prépare pour le feu. L'ordre claque comme un coup de fouet. 2 gardes, des colosses au visage dur et indifférent, descendent de l'estrade. Le bruit de leurs bottes ferrées sur les pavés est la seule chose qui brise le silence pétrifié de la foule. Les gens reculent, créant un cercle vide autour d'Agnès, l'isolant dans son destin. Elle ne tremble pas. Elle ferme les yeux un instant, imaginant le visage de son mari, puis les rouvre, prête à affronter la fin. Les mains des gardes, semblables à des étaux, s'avancent pour la saisir par les bras. C'est la fin. La tyrannie a gagné. La bonté est punie de mort, et le monde regarde en silence. Au moment précis où les doigts gantés des gardes effleurent le tissu usé de sa robe, un mouvement rapide déchire la passivité de la foule. Un homme s'est élancé en avant, se plaçant comme un bouclier vivant entre Agnès et ses bourreaux. C'est Charles. Mais il n'est plus le mendiant courbé et fragile. Il se tient droit, sa misérable cape flottant derrière lui, et dans ses yeux brille une flamme d'autorité glaciale. Les gardes s'arrêtent, surpris par cette audace insensée. « Écarte-toi de son chemin, gueux !» gronde l'un d'eux, « ou tu partageras son sort. » Charles ne le regarde même pas. Sa voix, lorsqu'il répond, n'est plus un murmure rauque, mais un commandement clair et tranchant qui résonne avec une puissance inexplicable. « Je vous ordonne de reculer. » Le ton est si absolu, si incontestable, que les 2 brutes hésitent,
déconcerté par cette confiance royale venant d'un misérable. L'hésitation du garde ne dure qu'une seconde. Humilié d'être défié par un mendiant, il pousse un cri de rage et lève son épée, la lame brillant d'un éclat mortel sous le ciel gris. La foule pousse un cri d'horreur collectif, anticipant le massacre. Mais alors que l'acier s'apprête à s'abattre, le chaos orchestré se déchaîne. Le mouvement de Charles est un éclair, non pas pour attaquer, mais pour se positionner. Simultanément, des silhouettes surgissent de la foule, se déplaçant avec une discipline militaire qui détonne avec leurs vêtements de paysans. En quelques secondes, ils ont formé un cordon protecteur autour de Charles et Agnès, et encerclé l'estrade du comte. Puis, un son déchire l'air, un claquement sec et puissant. Un homme a déployé un étendard, et le tissu lourd se déploie dans le vent, révélant la fleur de lys dorée sur fond azur, l'emblème du roi de France, que l'on croyait lointain et oublié. Le silence qui s'abat sur la place est plus profond que la mort. Le comte de Montbard, debout, a le visage blême, ses lèvres entr'ouvertes dans une expression d'incrédulité totale. Le garde est figé, son épée suspendue en l'air comme si sa main était pétrifiée. Chaque paysan, chaque marchand, chaque enfant retient son souffle, les yeux rivés sur la scène centrale. Elle, étendard royal, flotte, une promesse et une menace. Charles ignore complètement le chaos qu'il a déclenché. Il se tourne lentement vers Agnès, et dans son regard, elle ne lit plus la gratitude d'un homme sauvé, mais une infinie tristesse pour le fardeau qu'il lui a imposé, et une promesse de justice. Puis, sous les yeux de toute la ville de Dijon, il porte une main à sa tunique crasseuse. D'un geste lent et délibéré, il en déchire le col, révélant la peau en dessous, et quelque chose d'autre. Quelque chose qui brille d'un éclat métallique et doré. Sous le col déchiré, ce n'est pas un simple bijou, mais le lourd collier de l'ordre de Saint-Michel, l'insigne personnel du roi de France, qui repose sur sa peau. La lumière pâle du matin s'y accroche, projetant un éclat doré qui semble incendier l'air et brûler les yeux de ceux qui osent le regarder. Le silence sur la place devient une chose physique, une pression sur les tympans. Le mendiant décharné a disparu, remplacé par une silhouette royale, dont la droiture et l'autorité semblent plier l'espace autour de lui. Le nom se propage comme une onde de choc à travers la foule, un murmure qui enfle en une certitude terrifiée et émerveillée. Charles. Ce n'est plus le nom d'un vagabond, mais celui du monarque, que tous croyaient lointain, absent. Le roi Charles est là, au milieu d'eux, vêtu de la misère de son propre peuple. Le comte de Montbard, le visage vidé de son sang, recule d'un pas, heurtant son propre trône. La réalité de la situation est un poison qui se répand dans ses veines, paralysant sa pensée. Pendant une seconde, la panique pure déforme ses traits, puis l'arrogance, son armure de toujours, tente de reprendre le dessus. « Imposteur !» hurle-t-il, sa voix se brisant dans une note aiguë de désespoir. « C'est une mascarade ! Garde, saisissez ce traître !» Mais ces mots se perdent dans le vide. Ses propres hommes, ceux qui ne sont pas déjà neutralisés par les chevaliers royaux, restent figés, leurs yeux rivés sur le symbole incontestable du pouvoir suprême. L'autorité du comte, bâtie sur la peur et l'intimidation, s'est évaporée comme la brume matinale. Il est seul sur son estrade, un tyran démasqué, gesticulant vainement, face à la véritable incarnation de la loi qu'il a si longtemps bafouée. Au cœur de ce tourbillon historique, Agnès est immobile, un îlot de calme dans une mer déchaînée. Pour elle, la révélation n'est pas celle d'un roi, mais celle d'un homme. Le même homme qui a partagé son pain rassis, dont elle a senti la fièvre sous ses doigts, et dont les paroles sur la justice résonnaient avec une sincérité désarmante. Le monde voit un monarque, elle voit Charles. Il se tourne vers elle, son regard ignorant un instant le chaos environnant pour ne se poser que sur son visage. Sa voix, basse mais portant jusque, à son âme, lui pose la question la plus lourde de son existence. « Agnès, resterez-vous à mes côtés ?» Le choix est terrifiant. Se ranger du côté du pouvoir retrouvé, c'est s'exposer à la fureur mourante du comte. Reculer, c'est trahir l'homme qu'il a respecté, plus que quiconque. Sa réponse n'a pas besoin de mots. Lentement, avec une dignité qui fait taire les derniers murmures, Agnès fait un pas, puis un autre. Jusque, à se tenir non pas derrière lui comme une suppliante, mais à ses côtés, comme une alliée. Cet acte simple est une déclaration. Un serment de loyauté forgé, non dans les cours royales, mais dans la misère partagée. Le visage du roi s'adoucit. Une gratitude immense, brillant dans ses yeux. Il se penche vers elle, sa promesse un murmure sacré destiné à elle seule, mais dont la portée est celle d'un édit royal. Je vous le jure, Agnès. Votre foyer est désormais aussi inviolable que ce royaume.
votre courage sera la nouvelle loi de ce pays. Ce n'est pas la promesse d'un souverain à une sujette, mais le pacte de deux âmes, qui ont trouvé la noblesse dans le dénuement. Fort de son soutien silencieux, le roi se redresse et son regard se durcit en se posant sur le comte de Montbard. Sa voix maintenant n'est plus celle d'un homme, mais celle de la France elle-même, froide, implacable et juste. Comte, commence-t-il, et chaque syllabe est un coup de marteau. Je connais le nom de chaque famille que vous avez ruinée par vos impôts. J'ai mangé le pain amer que vous laissez à mon peuple. J'ai senti le froid de l'injustice dans la maison d'une femme que vous vouliez jeter à la rue. Il parle avec une connaissance intime et douloureuse qui glace l'assemblée. Le pouvoir caché est maintenant pleinement exposé, non comme un titre abstrait, mais comme une expérience vécue. Le roi n'a pas seulement vu la souffrance, il l'a partagée, et cette vérité est plus terrifiante pour Montbard que n'importe quelle armée. Le verdict tombe, sans appel. Pour vos crimes de lèse-majesté et de lèse-humanité, comte de Montbard, je vous déchois ici et maintenant de tous vos titres, de toutes vos terres, et de tous vos privilèges. Un souffle collectif parcourt la foule, un mélange de stupeur et d'espoir naissant. La justice, si longtemps attendue, est enfin arrivée. Mais le roi n'a pas terminé. Il avance jusqu'au bord de l'estrade, son doigt toujours pointé vers l'homme brisé. Votre châtiment, cependant, ne sera pas dicté par ma seule volonté. Son regard quitte le comte pour balayer lentement les visages de la foule, s'arrêtant sur les yeux des opprimés, des humiliés, des affamés. Ces derniers mots résonnent sur la place comme un coup de tonnerre, une promesse révolutionnaire. Ce sont eux, dit-il, sa voix emplie d'une puissance nouvelle, qui seront vos juges. La proposition du roi suspend le temps, faisant de la place de Dijon le creuset d'une nouvelle forme de justice. Le silence initial, lourd de siècles de soumission, se fissure. C'est d'abord un vieil homme, dont le fils a été injustement emprisonné par le comte, qui fait un pas en avant. Puis une femme, dont la ferme a été saisie pour une dette inventée. Bientôt, un flot de visages marqués par la souffrance converge vers l'estrade, non pas avec la fureur d'une meute, mais avec la gravité solennelle de juges longtemps réduits au silence. Ils ne crient pas, ils témoignent. Chaque histoire est un clou de plus au pilori du comte de Montbard. Sa tyrannie, autrefois abstraite et lointaine, devient une litanie de crimes personnels et poignants. Sous le poids de leurs regards, le comte s'effondre, non pas sous les coups, mais sous la vérité implacable de la douleur qu'il a semée, dépouillé de son pouvoir par les voix qu'il avait tenté de étouffer. Le roi Charles laisse le verdict populaire s'installer, puis il lève une main pour le silence. Sa propre voix, claire et forte, résonne alors sur la place apaisée. Que tous l'entendent, déclare-t-il. Elle, ère de la peur à Dijon, est révolue. Tous les décrets et impôts injustes imposés par l'ancien comte de Montbard sont par la présente annulés. Les terres et les biens confisqués par la tyrannie seront restitués à leurs propriétaires légitimes. Une nouvelle charte sera rédigée, non pas dans les couloirs d'un château lointain, mais ici, avec le conseil des gens de cette ville, pour que la loi serve le peuple, et non l'inverse. Chaque parole est un baume sur les blessures de la communauté, chaque promesse une pierre posée pour la fondation d'un avenir différent. La justice n'est plus un privilège lointain, mais une réalité tangible, forgée dans le feu de laquelle, épreuve et garantie par la parole d'un souverain qui a connu la fin. Au milieu de l'euphorie naissante, le roi se tourne vers Agnès, qui se tient toujours silencieusement à ses côtés. La foule écarte, leur laissant un espace de respect et d'intimité. Devant tous, il ne lui offre ni or ni terre. Il lui offre quelque chose de bien plus précieux. Cette femme, dit-il d'une voix empreinte d'une profonde émotion, n'a partagé avec un étranger que le peu de pain qu'elle possédait. Dans cet acte, elle a montré plus de noblesse que tous ceux qui portent des titres et des armoiries. Elle n'est pas seulement une habitante de ce royaume, elle en est la conscience. Qu'on se souvienne de son nom non pas comme celui d'une accusée, mais comme celui du cœur véritable de la France. Il s'incline légèrement devant elle, un geste d'un poids immense qui redéfinit la nature même du pouvoir et de l'honneur, scellant sa dignité aux yeux de tous. Plus tard, alors que le crépuscule dore les toits de la ville, le roi, redevenu simplement Charles, se présente à la porte de la petite maison d'Agnès. La porte, autrefois brisée, a été solidement réparée par les charpentiers royaux. Il entre non pas en conquérant, mais en invité. Il lui tend un parchemin, non pas un ordre d'expulsion, mais un acte royal lui conférant la propriété perpétuelle et inaliénable de sa demeure. Ce foyer, dit-il doucement, est devenu le cœur de mon règne. Il est sacré. Puis il lui fait une proposition inouïe. Je n'ai pas besoin de courtisans pour me flatter, Agnès. J'ai besoin de quelqu'un pour me rappeler la vérité.
Accepteriez-vous de devenir ma conseillère, de porter la voix de ceux qui n'en ont pas jusqu'aux oreilles de leur roi? Ce n'est pas un titre qu'il lui offre, mais une mission, la reconnaissance ultime de sa sagesse et de son courage. Le lendemain matin, pour la première fois depuis des années, un véritable soleil se lève sur Dijon, chassant les brumes tenaces. La lumière révèle une ville transformée. L'air n'est plus chargé de peur, mais d'une énergie nouvelle. Les gens ne marchent plus la tête basse. On entend des rires sur le marché, des voisins s'entraident pour réparer les dégâts causés par la négligence du comte, et les enfants jouent librement sur la place où, la veille encore, se dressait un échafaud. Le monde n'est pas devenu parfait en une nuit. La pauvreté et les difficultés existent toujours, mais quelque chose de fondamental a changé. L'espoir est revenu. La certitude que la justice est possible, que la bonté n'est pas une faiblesse, et que la voix des plus humbles peut ébranler les trônes les plus arrogants. C'est le début d'une lente guérison, la promesse d'un printemps après un hiver trop long. Agnès se tient sur le seuil de sa maison regardant le soleil illuminer son petit jardin. La croix de bois de son mari est toujours dans sa main, non plus comme un talisman contre la peur, mais comme le souvenir d'un amour qui lui a donné la force de être bonne. La maison est la même, et pourtant tout est différent. Ce n'est plus un refuge assiégé, mais un sanctuaire reconnu, le symbole d'une révolution tranquille. L'histoire se souviendra des batailles et des couronnements, mais la véritable fondation de ce royaume renouvelé ne repose pas sur une couronne, mais sur une miche de pain partagée dans l'obscurité. Car parfois, il suffit d'un seul acte de compassion pour rappeler à un roi oublié sa véritable humanité, et pour prouver au monde que le plus grand des pouvoirs n'est pas celui de commander, mais celui de prendre soin.